Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui fascine littéralement la planète entière, la science du blanchiment dentaire. Avoir un sourire d'un blanc éclatant, on se dit souvent que c'est juste une question de look, un truc purement esthétique. Mais en vrai, c'est un processus scientifique ultra fascinant. De l'analyse de base des tâches jusqu'à la préservation du résultat sur le long terme, on va décortiquer ensemble ce que disent vraiment les données cliniques, étape par étape. C'est parti. Alors, quel est le programme? C'est simple et logique. 1. On regarde d'où vient ce fameux jaunissement. 2. On évalue les différentes méthodes. 3. On parlera des vrais risques. 4. On lèvera le voile sur le mystère de la déshydratation. Et enfin, le point 5, comment entretenir tout ça. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, les origines du jaunissement. Il faut bien comprendre qu'il y a une frontière médicale très nette ici. Imaginez ça comme un mur avec son enduit protecteur. D'un côté, on a les taches extrinsèques qui se collent juste à la surface de l'émail, de l'autre, les taches intrinsèques qui s'infiltrent beaucoup plus profondément à l'intérieur même de la dent dans ce qu'on appelle la dentine. C'est une distinction visuelle hyper importante, ça évite pas mal de désillusions d'entrée de jeu parce qu'évidemment, le traitement de l'une ne fonctionne pas du tout sur l'autre. Alors, qui sont les vrais coupables? Pour les taches de surface, les extrinsèques, c'est clairement notre mode de vie. Le petit café qui nous sauve le matin, le thé, la cigarette, tout ça laisse progressivement des dépôts à la surface. Par contre, pour les taches intrinsèques, l'explication est vraiment biologique et structurelle. Avec l'âge, l'émail s'affine naturellement, ce qui laisse inévitablement transparaître la dentine jaune en dessous. Il y a aussi la génétique qui joue son rôle, ou même certains médicaments pris pendant l'enfance, comme les antibiotiques à base de tétracycline, qui modifient littéralement la couleur interne de la dent. Bon, maintenant qu'on a cerné le problème, passons à la deuxième partie, l'évaluation des méthodes. Si on regarde les données cliniques de près et qu'on compare la durée des effets de tout ce qui existe sur le marché, c'est assez flagrant. Un blanchiment pro au fauteuil chez le dentiste, hyper concentré en peroxyde, ça tient solidement entre 12 et 24 mois. Les gouttières sur mesure, faites par un dentiste mais qu'on applique à la maison, ça dure entre 9 et 18 mois. Et tout en bas de l'échelle, les fameuses petites bandes en vente libre qu'on trouve partout, avec leur très faible concentration, l'effet s'estompe au bout de 3 à 6 mois maximum. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, l'intervention d'un pro garantit une stabilité nettement supérieure. Mais du coup, ça soulève une question qu'on voit absolument partout. Face à tous ces traitements cliniques, est-ce que les remèdes naturels sont sûrs? C'est crucial d'en parler vu l'explosion colossale de ces petites astuces de grand-mère fait maison qui pullulent sur les réseaux sociaux. Eh bien, préparez-vous parce que la réponse est non. C'est même le point de bascule de notre analyse. Les dentistes le disent noir sur blanc. Je cite: « Le bicarbonate de soude peut créer des micro-fissures dans l'émail et le charbon actif est très abrasif. » En gros, c'est comme passer du papier de verre sur vos dents. Croire qu'on va avoir un résultat miracle avec ces poudres, c'est s'exposer à une érosion irréversible. En abîmant l'émail de la sorte, la dent devient paradoxalement encore plus jaune et fragile à long terme. Ce qui nous amène de façon très logique à notre troisième partie, les risques et les limites. Parce que oui, la réalité médicale est là. Le blanchiment, c'est pas open bar, c'est de la vraie chimie. Il y a donc des contre-indications strictes. Femme enceinte ou qui allaite, on oublie complètement. Si on a des caries profondes mal soignées, les dents hypersensibles, des lésions d'usure, ou que la mâchoire est encore en développement chez les mineurs, c'est un non catégorique. Et franchement, ignorer ces règles, c'est un réel danger pour la structure de vos dents. Et tenez, voici un fait clinique hyper fascinant. L'agent blanchissant n'agit que sur la structure organique et naturelle de la dent. Il ne va jamais, au grand jamais, modifier la couleur de la céramique d'une couronne, de la porcelaine d'une facette ou d'un plombage. C'est indispensable de l'avoir en tête, sinon on s'expose au risque absolu de se retrouver avec un sourire façon damier, avec des teintes totalement dépareillées à la fin du traitement. Allez, on arrive à la quatrième partie, qui est sûrement le rebondissement le plus méconnu de cette histoire, l'effet de déshydratation. En fait, le fameux gel blanchissant va littéralement pomper temporairement l'eau qui se trouve dans les petits prismes microscopiques de l'émail. L'eau est remplacée par de l'air, ce qui modifie la façon dont la lumière rebondit sur la dent. Le résultat, la dent paraît artificiellement ultra blanche. Mais attention, ce n'est qu'une illusion d'optique en attendant que la salive vienne naturellement réhydrater tout ça. Pour bien comprendre l'enjeu, regardez un peu cette chronologie. À l'heure zéro, juste à la sortie du cabinet, la perte d'eau offre une luminosité maximale. Waouh, c'est magique. Mais le véritable danger survient entre 24 et 48 heures. Les pores de l'émail sont grands ouverts. C'est une vraie éponge à tâches. La vulnérabilité est extrême. La couleur finale, la vraie teinte définitive est stable. Elle ne s'observe qu'au bout d'1 à 2 semaines quand la dent a retrouvé toute son eau. D'où notre cinquième et dernière partie, absolument cruciale, l'entretien à long terme. Pour survivre à cette fameuse fenêtre de 72 heures avec les pores grands ouverts sans tout gâcher, il faut adopter ce qu'on appelle le régime blanc. C'est pas une blague, il faut manger clair. Du riz, du poulet, des yaourts.
De l'autre côté, on bannit de façon drastique tout ce qui est pigmenté. Le café, le vin rouge, le tabac ou encore les petits fruits rouges. Si on craque à ce moment-là, c'est la recoloration immédiate et sévère assurée. Au-delà de ces premiers jours critiques, ce sont de petites habitudes de protection durable qui entrent en jeu. Utiliser une paille pour boire des liquides sombres, le simple fait de se rincer la bouche à l'eau claire juste après un repas pigmenté, l'adoption d'un broussage à la fois rigoureux mais avec une brosse souple, et bien sûr un bon détartrage professionnel tous les ans. Ça, ce sont les piliers scientifiquement prouvés pour freiner au maximum le retour naturel du jaunissement. Parce qu'il faut vraiment garder les pieds sur terre. Le blanchiment, c'est pas un coup de baguette magique définitif. C'est un entretien continu. Les données prouvent que l'émail va forcément s'assombrir de nouveau avec le temps. C'est pour ça que les professionnels recommandent fortement des protocoles de retouche régulières, environ tous les 6 à 12 mois, pour maintenir l'éclat sans devoir tout reprendre depuis zéro. Bref, avec tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, ça amène forcément à une question un peu provocatrice pour terminer. Si on analyse bien nos routines du matin au quotidien, est-ce qu'elles protègent réellement notre émail ou est-ce qu'elles contribuent à la destruction lente et silencieuse de notre sourire? Ça pousse vraiment à revoir un peu nos habitudes pour faire des choix enfin éclairés. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce décryptage avec nous. On espère que vous avez appris